Écoutez, je vous propose qu'on puisse commencer et puis les gens vont raccrocher les wagons en cours de route. D'accord. Le temps que je dise quelques petits mots et puis je pense que tout le monde sera plus ou moins là. Du coup, bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose d'ouvrir la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, même si nous sommes tous plus ou moins confinés. Donc, moi, je suis Laurent Melito, je suis responsable de la formation continue et de la recherche au sein d'Etchari Formation et Développement. Et je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'institution pour la quatrième conférence débat de ce cycle, qui invite aujourd'hui à la parole donc, le professeur Roland Gori. Alors, donc, euh, Roland Gori est psychanalyste et professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille 1. Il a été un des co-initiateurs en 2009. J'ai fait un peu de tri du coup dans la biographie, mais des choses qui pouvaient être significatives aussi pour nous. Donc, il a été co-initiateur en 2009 de l'Appel des appels. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un collectif national pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social. Appel des appels, qui est une initiative euh, qui vise à rassembler en fait les professions de soins et d'éducation dans un même mouvement de réflexion et d'action, et dont il est le président. Alors, il a par ailleurs créé et dirigé une revue psychanalytique, enfin, en tout cas, qui a été pour moi très importante, qui s'appelle Clinique méditerranéenne, qui publie toujours d'ailleurs largement, et qui promeut les recherches dans le champ des pratiques cliniques référées à la psychanalyse. Alors, par ailleurs, donc, Roland Gori est l'auteur de très nombreuses publications, donc plus d'une centaine d'articles de revues et puis une trentaine de livres. Alors, j'en mentionne quelques-uns de manière. Alors, j'ai fait ma sélection, en fait, mais il y en a toute une série d'autres que je n'ai pas mentionnées et qui seraient aussi importants de lire. En tout cas, j'espère vous donner envie de lire ces livres-là. En 1996, il a publié La preuve par la parole, le sous-titre Essai sur la causalité en psychanalyse, un livre qui a été revu et augmenté en 2008. Alors, un livre dans lequel il se demande notamment à quelles conditions la psychanalyse, en tant que mise en œuvre d'une méthode dans une pratique clinique, peut-elle prétendre à la connaissance scientifique, sans renoncer pour autant à la spécificité de sa démarche. En 2005, il a publié avec Marie-Josée Delvolgo La santé totalitaire, avec un sous-titre frappant, Essai sur la médicalisation de l'existence, donc livre dans lequel il questionne, donc au pluriel, la condition de malade aujourd'hui dans une médecine qui transforme le patient en consommateur sans souci authentique pour sa souffrance psychique. Et donc, ils y font le constat Ah, bien. que l'oubli du malade dans la médecine contemporaine semble être le prix à payer pour des soins toujours plus rationnels et scientifiques. En 2008, ils ont publié ensemble Les exilés de l'intime, livre dans lequel ils analysent comment la médecine et la psychiatrie se sont insidieusement placées au service d'un nouvel ordre économique, le néolibéralisme. En 2013, il a publié, seul donc, La fabrique des imposteurs, livre dans lequel il montre comment une nouvelle rationalité politique est à l'œuvre, qui opère davantage par la norme que par la loi, et dont la conséquence est une prolétarisation, si on peut dire les choses comme ça, des métiers, la montée en puissance d'une bureaucratie d'expertise et une aliénation de la démocratie. En 2015, il a publié L'individu ingouvernable, c'est très important, parce que pour moi il a été très important. Il analyse les raisons pour lesquelles, depuis plus d'un siècle, les sociétés occidentales traversent des crises, alors morales, économiques, symboliques, à répétition, avec en toile de fond donc une remise en question du mythe d'un individu rationnel et raisonnable, capable de décider en toute autonomie et en fonction de son intérêt. Enfin, donc, en 2020, il vient de publier, il y a quelques mois en arrière, aux éditions Les Liens qui libèrent, euh, un livre intitulé Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, avec comme sous-titre L'étrange défaite de nos croyances. Alors du coup, la problématique de sa conférence d'aujourd'hui s'appuie sur une partie des analyses qu'il déploie dans ce livre, dans lesquelles il déconstruit notamment et critique l'hypothèse de l'effondrement telle qu'elle fait retour ces dernières années par l'intermédiaire de toute une série de discours politiques, de livres, de séries, de documentaires collapsologiques notamment. Il questionne également les raisons et les conséquences de notre abandon de l'idéal de progrès pour toutes et tous. Voilà. Donc, après cette petite introduction, je passe la parole à M. Goury avec plaisir.
Eh bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et un grand merci à Laurent Meillito de cette invitation et de sa présentation. Alors, effectivement, l'ouvrage, je fais un peu de publicité, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances, va être un peu la base de mon exposé. Alors, effectivement, comme Laurent l'a dit, je tiens beaucoup au sous-titre qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, j'aurais tendance en conférence à placer un étrange défaite. J'ai un concurrent, là, j'ai un chien qui me concurrent. L'étrange défaite, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est un ouvrage extraordinaire qui a été écrit par Marc Bloch, historien, entre juin et septembre 1940, où il analyse l'étrange défaite de la France face aux armées allemandes. Et cette analyse est très pertinente. Elle pourrait assez bien rendre compte de notre étrange défaite aujourd'hui face aux épidémies, aux crises climatiques et aux différentes crises économiques, sociales et politiques actuelles et surtout à venir. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons monté, si vous voulez, une ligne Maginot. Nous sommes en retard d'une guerre. Hein. C'est ce que montre Marc Bloch par rapport à 40. Hein. En gros, la France se préparait à la guerre de 14-18. Elle était en retard d'une guerre. Peu de gens avaient l'intuition que la bureaucratie même de l'armée française allait nous coûter aussi cher. De même, je dirais, l'oubli de choisir des moyens plus industriels, pour le coup, dans cette deuxième guerre terrible. Donc, si vous voulez, l'idée, elle est un peu là. C'est si l'effondrement avait déjà eu lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour moi, si vous voulez, tous les messages actuels qui nous annoncent un peu de manière apocalyptique ou collapsologique des effondrements reposent bien évidemment sur un ensemble de signaux climatiques, écologiques, enfin l'anthropocène, hein, pour aller vite, tout à fait pertinents, tout à fait, si vous voulez, lucides. Mais je pense qu'ils sont en retard d'une certaine manière. C'est-à-dire que cet effondrement à venir ou ces effondrements actuels, jusqu'à y compris, on y reviendra, la fameuse pandémie de coronavirus, finalement ne sont que la matérialisation d'un effondrement qui a déjà eu lieu et qui est que nous avons une vision du monde, nous avons une démarche et des pratiques sociales qui sont en retard d'un siècle. C'est-à-dire que si le sol se dérobe, c'est parce que nous continuons à construire un peu sur des catégories de pensée, des catégories d'action, qui pour moi sont des catégories zombies, c'est-à-dire effectivement l'idée d'évolution, de concurrence, de progrès technique et scientifique et autres. Et alors que tout le XXe siècle a d'une certaine manière mis en évidence, à contrario des illusions de la fin du XIXe siècle, a mis en évidence, si vous voulez, que le progrès, le bonheur n'était pas ipso facto produit par le développement des techniques et des savoirs, quand bien même ce développement des techniques et des savoirs ont bien sûr une portée considérable. Mais pour aller vite, il y a une dissymétrie entre le niveau de justice sociale, le niveau de capacité de penser qu'exige le défi de la modernité avec le développement des techniques. Nous sommes un peu, en quelque sorte, un peu comme le fossois de Winnicott, vous savez, où les techniques se sont développées avec les savoirs scientifiques de manière extraordinaire, mais le reste, c'est-à-dire la démocratie, la justice sociale, les dispositifs de pensée, de culture, de soins, n'ont pas suivi. Et ce déséquilibre est majeur, et à l'heure actuelle, c'est lui qui, à mon avis, participe à notre impréparation face aux différentes catastrophes qui s'annoncent et dont la collapsologie parle. Donc, pour aller vite et pour faire simple à l'introduction, je dirais que ce livre, il a été écrit à la veille de la flambée épidémique. Hein, je l'ai terminé pendant les vacances de février. Et il contenait, à mon avis, un message prémonitoire, puisque la suite m'a donné plus raison que je n'aurais pu le souhaiter, bien évidemment. C'est-à-dire que les catastrophes climatiques, sanitaires, écologiques, sociales et politiques
qui ont lieu aujourd'hui, eh ben, d'une certaine façon, ils ne sont que les symptômes et la matérialisation d'un effondrement conceptuel, d'un effondrement éthique et politique qui a déjà eu lieu. Et notamment, j'insiste beaucoup dans cet ouvrage, sur, et je sais que ça fera plaisir à Laurent, parce qu'il y avait des études d'histoire, sur le fait que nos maladies souffrent également de, aujourd'hui, pardon, pas nos maladies, nos catastrophes et nos crises aujourd'hui souffrent de la maladie de l'oubli. C'est-à-dire que nous ne tirons pas la leçon justement des expériences du passé, et j'insisterai beaucoup là-dessus. Nous sommes aujourd'hui dans, si vous voulez, ce que Nicolas Berdyaev appelle un actualisme technique, c'est-à-dire où le temps est considéré comme une succession d'instants présents et où le futur se limite à l'imminent. Et donc cette incapacité à articuler en quelque sorte les différents régimes de temporalité classiquement définis comme le passé, le présent et le futur, c'est propre à la modernité, c'est annoncé dès la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est le siècle de modernité, le XIXe. C'est Baudelaire qui le définit de manière tout à fait pertinente en disant qu'est-ce que c'est le moderne? Eh ben, c'est le contingent, le provisoire, l'éphémère. Et donc, cette discordance des temps, pour parler comme les historiens, comme notamment Christophe Charles, cette discordance des temps, elle est un défi que nous n'avons pas été capables de relever, et ce d'autant plus que notre régime de temporalité, il est aujourd'hui, si vous voulez, essentiellement celui de l'instant présent ou de l'instant d'après, c'est-à-dire effectivement un actualisme technico-économique qui nous empêche de, si vous voulez, de tirer les leçons du passé, de nous préparer justement à affronter les problèmes du présent et les problèmes du futur. Je prendrai rapidement 4 exemples. Vous comprenez, par exemple, on en parle de moins en moins parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'articles critiques auxquels j'ai un peu contribué d'ailleurs. On parlait en gros du caractère inédit du Covid-19, caractère inédit du coronavirus. Mais enfin, c'est prendre les gens pour des imbéciles parce que c'est la 3e épidémie de bêta-coronavirus en moins de 20 ans. Il y a eu, comme vous le savez, sans compter la grippe aviaire, etc., il y a eu toute une flopée d'épidémies qui se sont soit localisées, résorbées à des endroits particuliers de la planète, soit qui n'ont pas duré. Pourquoi? Parce que par exemple, le virus était trop létal et donc tuer les populations qui étaient susceptibles de devenir des populations hautes. Hein. Là aussi, on en reparlera, mais notre conception même de l'infectiologie, notre conception pasteurienne, le paradigme pasteurien, c'est-à-dire il y a une source, c'est le microbe, et qui produit la maladie, ça ne tient plus la route puisqu'on sait bien qu'il y a une espèce d'interdépendance entre le microbe et l'autre, c'est-à-dire le lieu où il se développe. Ça va même assez loin aujourd'hui. On sait très bien que, par exemple, dans les différentes mutations des microbes, qu'il s'agisse de bactéries ou qu'il s'agisse de virus, si vous voulez, eh bien, les mutations se font du virus, enfin du microbe, se font en fonction justement de la résistance de la population qui l'infecte. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la reine rouge. Si vous lisez Alice au pays des merveilles, la reine rouge discute avec Alice. Alice dit je vais courir vite. Et la reine rouge, je vais courir encore plus vite. Elle dit mais alors je courrai plus vite. Enfin, c'est infini. Il y a une espèce de coévolution. Eh bien cette coévolution, et c'est un très gros problème, on y reviendra. Cette coévolution, si vous voulez, c'est celle qui justement fait qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui qu'une épidémie, elle est produite par un virus ou elle est produite par une bactérie. Elle est produite par l'interaction entre le microbe et la population qui l'infecte. Et donc, si vous voulez, cette coévolution, elle nous amène à devoir penser un peu différemment les choses. On y reviendra. Alors, pour en revenir au Covid, il faut voir aussi que ne sont surpris que ceux qui ne voulaient pas tenir compte des leçons de l'histoire. C'est-à-dire que dès 2003, par exemple, l'OMS avait tracé le virus tueur d'humanité. C'était un virus très contagieux et peu létal. C'est-à-dire il faut qu'il soit suffisamment contagieux pour infecter un maximum de monde et continuer sa diffusion, sa propagation. Il ne faut pas qu'il soit trop létal. C'est parce que si vous prenez, si vous voulez, Ebola, par exemple, si vous prenez le MERS, donc, un autre coronavirus, eh ben, si il détruit trop de population, du coup, il n'a plus où se diffuser et il s'arrête.
De la même manière, il faut bien voir qu'on nous dit qu'on ne pouvait pas prévoir, on ne pouvait pas se doter des moyens nécessaires au niveau sanitaire, on y reviendra. C'est complètement faux. On sait par exemple, j'y reviendrai, je développe beaucoup ce point par ailleurs, que dès 1997, Bill Clinton a cette idée qui est très forte politiquement. Il dit en gros, aujourd'hui, le danger d'une destruction de l'humanité et d'une guerre, ce ne sera pas le nucléaire, ce sera le bioterrorisme et les épidémies. Et donc, dès 1997, Bill Clinton est complètement bouleversé par un ouvrage que je vous recommande si vous arrivez à le trouver, parce qu'on avait beaucoup de mal à le trouver, qui s'appelle L'affaire Cobra de Richard Preston, qui est assez extraordinaire et qui est très intéressant. Je vais aussi vous dire pourquoi. Parce que c'est un écrivain de science-fiction qui a même d'anticiper ce que pourrait être à un moment donné le bioterrorisme à partir d'une manipulation génétique d'un chercheur fou qui décide de détruire la planète, enfin une partie de la planète, une partie de l'humanité pour l'améliorer. Et donc, Bill Clinton est très influencé par Richard Preston et il va d'ailleurs, ça va ensuite apparaître en 2003, constituer un ministère de la sécurité intérieure avec cette idée qu'il faut fusionner aujourd'hui les défenses militaires avec les problèmes de santé publique. C'est très important parce que vous pouvez vous attendre à ce que demain, ça s'installe très nettement en Europe, avec cette idée que justement, aujourd'hui, la guerre, eh bien, ce sera une guerre entre guillemets naturelle ou une guerre, si vous voulez, par le bioterrorisme. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Il faut voir aussi pourquoi je vous ai dit que c'était important, parce que Richard Preston, c'est quelqu'un qui va être invité dans des académies scientifiques, des colloques scientifiques, qui va être invité à participer à des conseils de défense, pas tout à fait comme heureusement pour eux, celui que nous avons actuellement, c'est cette idée que justement les modèles probabilistes ne peuvent pas prévoir autre chose que ce qu'elles ont engrangé du passé, des données dont elles disposent, et donc elles ne peuvent pas, si vous voulez, imaginer le signe noir. Vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, on pensait que tous les signes étaient blancs, c'est le problème de la logique inductive, et donc on s'attend à ne voir que des signes blancs. Sauf que le signe noir existe, mais on ne s'était pas encore promené juste dans les parties du globe où il existait. Et bien là, de la même manière, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on veut sortir, si vous voulez, d'une logique purement probabiliste qui repose sur des données déjà accumulées, il faut prévoir ce qui peut surgir, justement, et qui ne se déduit pas des données engrangées par les ordinateurs. Et ça, ce serait intéressant parce que c'est quand même ça justement, qui apparaît avec cet ouvrage d'imagination. Une façon de vous dire aussi qu'aujourd'hui, on parie beaucoup sur les mathématiques, sur les algorithmes, etc. Bon, d'accord, c'est important, c'est génial, tout ce que vous voulez, mais on a aussi besoin de la culture, on a aussi besoin de gens capables de penser, on a aussi besoin de gens capables d'imaginer, afin de prévoir justement ce qu'on ne peut pas déduire des données que nous possédons. Enfin, dernier exemple qui vous montre également que nous souffrons notamment d'un déficit de l'histoire, et je suis terrorisé de voir que dans les différentes réformes bancaires, justement, la philosophie, les sciences humaines et sociales, l'histoire sont en quelque sorte minorées, parce que justement, l'histoire, c'est ce qui nous permet de comprendre, que je reviendrai dans mon exposé, je ne vais pas encore commencer, Laurent, je ne vous inquiète pas, eh bien, vous verrez que, par exemple, ce qui se produit aujourd'hui ressemble étonnamment à la chute de l'Empire romain. On a à peu près tous les ingrédients qui ressemblent, si vous voulez, à cette chute-là. Donc, nous souffrons d'une maladie, si vous voulez, de l'oubli. Nous oublions, en quelque sorte, nous ne tenons pas compte des leçons du passé, ça c'est une catastrophe. Alors c'est par exemple mis tout à fait à l'évidence par un exemple que donne Jared Diamond, je vous en parlerai aussi un petit peu, qui dit qu'en 1973, face au premier choc pétrolier, les Américains arrêtent d'acheter des grosses bagnoles. Il y a un risque, si vous voulez, de rupture d'approvisionnement énergétique, et donc ils arrêtent d'acheter des grosses voitures. 3, 4, 5 ans après, c'est fini, ils continuent, ils retournent à l'achat des grosses bagnoles. Ça veut dire, si vous voulez, que c'est un point qui est très important, ce peu de temps que nous avons pour penser en quelque sorte l'histoire, et ça, Marc Bloch insiste beaucoup d'ailleurs, j'ai publié un article dans l'IB là-dessus, n'est-ce pas, on voit bien comment Marc Bloch dit, en gros, l'homme moyen
eh ben, en gros, l'homme moyen, il est centré sur le passé récent pour éviter de voir justement le parcours des expériences du passé qui risquent de se renouveler sous forme de tragédie. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait aujourd'hui, si vous voulez, nous alerter. Et ce d'autant plus que la cause d'une catastrophe, ça n'est jamais que le choc d'un événement. J'y reviendrai. C'est à la fois d'ailleurs et sociologique, et historique, et psychologique aussi. C'est-à-dire que psychologiquement parlant, comme vous le savez, n'est-ce pas, un stress post-traumatique ou une névrose traumatique, etc., ne se produit pas que comme la conséquence d'un choc qu'on a reçu. Les névroses traumatiques, vous avez des gens qui, par exemple, au moment de guerre, au moment de terrorisme, au moment d'accident, au moment sur le lieu de travail, n'est-ce pas, peuvent à un moment donné être impactés, mais sans grandes conséquences physiques, sans blessures extrêmement importantes. Mais, si vous voulez, ils n'ont pas eu le temps de se préparer à justement à accueillir et à traiter ce choc. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est parlant. Hein. C'est un cheminot qui travaille sur une voie ferrée. Il a le dos tourné et il y a un wagon qui arrive et qui le percute légèrement. Il est projeté à quelques mètres, si vous voulez. Il n'a pas de blessure physique importante et il développe une névrose traumatique, sueur, tremblement, impossibilité de retourner sur le travail, angoisse, etc., cauchemar nocturne. Ce n'est pas dû en quelque sorte au choc du wagon sur son dos. Hein, les blessures sont vraiment assez légères, mais il n'était pas prêt. Il avait le dos tourné, il ne s'était pas préparé à ce choc. D'une certaine façon, vous savez, c'est ce qui nous est arrivé avec l'histoire du coronavirus. Hein, et nous n'étions pas préparés à ce choc. Et ça, Diamond a beaucoup insisté là-dessus, la cause d'un traumatisme, non plus psychologique, ce dont je vous parle, c'est un traumatisme psychologique, mais la cause, si vous voulez, d'un traumatisme social, un traumatisme en quelque sorte culturel, c'est 50%, il nous dit, le choc qui vient de l'environnement, que ce soit climatique, que ce soit épidémique, que ce soit, si vous voulez, écologique et autres, et 50% de l'état de préparation de la société. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que, on y reviendra, on en parlera après, mais que par exemple, au même moment, on prend le 15e siècle, les Vikings sont obligés de quitter le Groenland parce que face aux différentes modifications écologiques, ils ne sont pas en mesure d'y répondre, alors que les Inuits, n'est-ce pas, peuvent continuer à y vivre et à se développer. Alors, pour prendre plein d'exemples, mais ça, je ne le ferai pas, vous pouvez vous reporter aussi aux travaux de Jeanne Nylon là-dessus. Vous voyez, c'est une évidence dans l'histoire. Les sociétés s'effondrent sous l'impact conjugué de troubles climatiques et épidémiques, mais aussi de dysfonctionnements sociaux. C'est un point très important. Si j'ai un peu de temps, je vous en parlerai à propos de l'Empire romain, puisque c'est un empire qui s'étend et exploite économiquement. Il faut aussi savoir que souvent, les traumatismes écologiques, les traumatismes de l'environnement, les traumatismes épidémiques sont toujours en rapport avec une expansion économique et territoriale. Pourquoi? Parce que justement, les hommes et les marchandises circulent, ça se développe et les virus, en quelque sorte, fonctionnent avec. C'est l'homme qui fabrique les microbes, on y reviendra d'une certaine façon, d'autant plus que, bien évidemment, il ne faut pas oublier que dans ces périodes d'expansion économique et d'expansion territoriale, non seulement on circule, mais on modifie aussi, bien sûr, l'environnement. C'est-à-dire qu'on altère le biotope, puisque à ce moment-là, si on se développe, on va avoir une érosion des sols par une hyperproduction agricole, on va avoir une déforestation, on va avoir bien évidemment une conquête d'un certain nombre de territoires qui mettent du coup en proximité les animaux domestiques et les animaux sauvages. La plupart des épidémies qui nous viennent, n'est-ce pas, d'Orient proviennent justement de cette contamination des animaux familiers et des animaux sauvages. Vous voyez, et donc, ce point est très important. C'est cela qui explique les tragédies, en quelque sorte, de l'effondrement. Et je reviendrai tout à l'heure, à moins que je trouve tout de suite la citation
ça m'étonnerait. Peut-être. Si je la trouve, je vous la donne parce que elle. Non, je ne vais pas la trouver comme ça. Il y a une très belle citation. Oui, merci. Coup de bol, je l'ai trouvé. Kill Harper a fait un gros bouquin de 600 pages sur la chute de l'Empire romain qui est formidable, qui est assez compliqué, mais formidable. Et il montre bien comment, justement, cet effondrement, c'est le premier acte, nous dit-il, d'une tragédie de la mondialisation. Et nous sommes encore les héritiers de cela. Il nous dit précisément, vous voyez, il nous met en garde, il dit que l'environnement a joué un tel rôle dans ce qui fait et défait l'histoire de l'une des civilisations les plus remarquables, doit être une source d'inspiration. Rome est presque inévitablement un miroir et un instrument de mesure. Vous voyez, nous devrions en quelque sorte tirer les leçons justement de l'histoire. Il précise, l'expérience romaine est bien plus importante en tant qu'épisode d'une histoire en cours. Loin d'être le point final d'un ancien monde irrémédiablement perdu, la rencontre romaine avec la nature pourrait constituer le premier acte d'un nouveau drame qui n'est pas terminé. Un monde précocement global où la revanche de la nature commence à se faire sentir malgré l'illusion persistante de la nature. Tout cela pourrait bien avoir un air familier. Donc, vous voyez, si vous vous intéressez tant soit peu, là on n'a pas le temps aussi, vous vous intéressez tant soit peu à l'effondrement d'un certain nombre de civilisations ou d'un certain nombre de sociétés, vous verrez que vous avez toujours cette espèce de conjugaison. J'avais une autre question à vous demander, mais... Comment ? C'est quelqu'un qui a oublié de couper son son que je viens de censurer. Voilà. D'accord, je pense que c'est Adrien. Vous avez une espèce d'action conjuguée, si vous voulez, de l'environnement et de la structure sociale. Et ça, c'est un point important. En gros, nous payons aussi avec ces pandémies, n'est-ce pas, le prix d'une globalisation marchande et financière qui ne s'est pas accompagnée, justement, de dispositifs de protection sociale et sanitaire globaux. Vous voyez, c'est cela que tout à l'heure j'essayais de dire très maladroitement, cette dissymétrie entre le développement des techniques, des économies, des savoirs, etc., et la capacité de prendre soin, la capacité de penser. Donc, en gros, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les épidémies font partie de la maladie de l'Anthropocène et que l'on ne saurait les traiter d'une manière purement réactionnelle comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Enfin, vous voyez bien le court terme, quoi. On a l'impression qu'on on ne pense que pour les 3 jours qui viennent, pour la semaine d'après, au plus pour les vacances de Noël, quoi. Il y a là quelque chose de complètement déconnant, passez-moi le terme, mais du point de vue de ce que doit être le traitement, l'accueil et le traitement, si vous voulez, des problèmes, justement, des problèmes de l'Anthropocène aujourd'hui. Pour vous donner un autre exemple qui vous parlera, vous avez tous entendu qu'en gros, il ne s'agit pas de traiter le coronavirus, on n'a pas les moyens de le faire, malgré les efforts du professeur Raoult. L'hydroxychloroquine nous amène dans le décor et les différents antiviraux aussi. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui ? Ce qu'on traite, c'est la saturation des lits de réanimation. Et on ne traite pas la maladie, on traite, si vous voulez, la carence des dispositifs de soins. Cette carence des dispositifs de soins, elle résulte d'une politique d'austérité des hôpitaux, puisqu'on a fermé près de 100 000 lits et qu'il y a des milliers et des milliers de postes, n'est-ce pas, de praticiens hospitaliers, d'infirmiers, de psychologues et autres, qui n'ont pas été pourvus ou remplacés au cours, si vous voulez, des années précédentes. Or, là aussi, après je commence mon topo, Laurent, ne vous inquiétez pas, ça, après, n'est-ce pas, simplement, mais pour l'instant, disons qu'on sait bien aussi, tous les virologues, tous les épidémiologistes vous expliqueront que qu'est-ce qui peut le mieux prendre en charge une épidémie, ce n'est pas le vaccin, ce n'est pas, si vous voulez, les traitements. Bien sûr, c'est formidable, on ne va pas discuter de ça, mais c'est surtout un service permanent de soins de qualité. Pour vous donner un exemple très précis, si vous avez l'Ebola, la fièvre Ebola, n'est-ce pas, eh ben, la fièvre Ebola, ce n'est pas compliqué. Dans les pays pauvres, vous avez 50% de mortalité, ce qui est énorme. Dans les pays développés, vous avez 10%. Donc cet écart, ce différentiel, il n'est pas dû à une différence, si vous voulez, de traitement spécifique. Il est dû à la prise en charge
par un système de soins permanent. Donc, il faut y penser parce que, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va promener des gens en avion dans les services de réanimation en Allemagne et ailleurs, ou qu'on va les amener d'Avignon ou d'Aix-en-Provence à Brest, qu'on va régler le problème. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous faut, c'est un bon système de soins permanent qui puisse effectivement, de manière tout à fait, bien sûr, ajustée et fluide. Il ne s'agit pas d'ouvrir des lits de réanimation partout qui ne serviraient à rien, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'il y ait une organisation beaucoup plus souple et qui ne nous mette pas dans des cures d'amaigrissement que nous avons connues et qui ont été terrifiantes. Je vous donne un autre exemple très, très simple, mais très parlant. Le choléra, le choléra qui a été une maladie terrible et qui reste encore, n'est-ce pas, dans certaines parties du monde, une épidémie, une maladie en tout cas, toujours existante. Le choléra se guérit à 80% avec des systèmes de soins capables de réhydrater. Donc, la réhydratation, la prise en charge par un système de soins, si vous voulez, suffit. Donc, vous voyez, en gros, ce que j'essaie de vous dire, après je vais commencer mon topo, mais en gros, vous voyez, le problème que nous avons rencontré avec cette épidémie qui n'est pas terminé. Et là, on a beau, en gros, mettre un peu la pression parce qu'il faut répondre aux petits commerces, il faut répondre, si vous voulez, aux commandes de Noël, il faut répondre, n'est-ce pas, à la fête du 31 décembre. Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça. Là, on est dans quelque chose, on est myope. Nous sommes dans un traitement de myope d'une épidémie. Ce qui compte, c'est de pouvoir restaurer nos dispositifs de santé afin de pouvoir prendre en charge, si vous voulez, les patients. C'est ça qui importe. Or, la destruction systématique depuis 20 ans des services publics, en les soumettant à une éthique purement entrepreneuriale, de concurrence et de quantification de l'activité, T2A en médecine, T2C en psychiatrie, définit la valeur comme résultant justement d'une transformation d'un acte en marchandise. Bon, vous avez fait allusion tout à l'heure, on avait fait des ouvriers, vous avez fait allusion aussi à l'appel des appels. C'est contre ça, nous, qu'on se révolte depuis plus de 12 ans et on n'a pas été entendu, vous vous en doutez, puisque les réformes ont continué et ça ne va pas s'arranger. La loi de programmation de la recherche qui vient d'être votée, elle vise simplement à dire aux universitaires qu'ils doivent fermer leur gueule, à contrario des décrets qui nous protégeaient de 1936. Bon, on continue, et ça, c'est très important, parce que ce que je voudrais essayer de vous montrer, je vais commencer mon topo, n'est-ce pas? Ce que je voudrais essayer de vous montrer justement, c'est que tout ça repose sur cette idée que c'est la concurrence qui sélectionne les meilleurs et que c'est comme ça qu'une civilisation avance. Mais ça, c'est la thèse, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, il y a un chapitre complet là-dessus, c'est la thèse d'Herbert Spencer, n'est-ce pas, de la fin du 19e, début du 20e, qui est un darwiniste social, qui considère que l'État ne doit pas protéger les plus faibles, l'État ne doit pas protéger les plus vulnérables, l'État ne doit pas protéger les mal bâtis, il faut laisser faire la nature, il faut sélectionner. Et vous savez, quand par exemple on dit il faut laisser les gens se contaminer pour avoir l'immunité collective, et puis tant pis si finalement on perd quelques vieux comme ça, bon, j'en fais partie. Vous voyez, mais c'est très grave, parce que sans le vouloir, on renoue dans une manière de penser qui est celle de Spencer de 1901. En gros, c'est l'évolution naturelle qui va accréditer la thèse morale et qui va permettre une sélection des meilleurs. Et donc, bien évidemment, les meilleurs des individus, mais après les meilleurs des sociétés, puis les meilleurs des civilisations. Et en gros, Spencer, qui, si vous voulez, donc considérer l'évolution des espèces, mais pas la manière de Darwin, parce que Darwin n'était pas darwinien, alors que Spencer est darwinien. Pour Darwin, il faut des instincts sociaux qui régulent. Donc, quelque part, Darwin, il met, si vous voulez, la pédale du frein, alors qu'on ne l'a pas chez Spencer. Et ça, cette idée que c'est la concurrence qui permet le meilleur, vous avez une phrase de Paul Valéry qui est extraordinaire, il dit « la concurrence permet le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité ». C'est ça nos vies. C'est-à-dire qu'en gros, tout ordonné autour de la sélection, de la concurrence, de la quantité, etc., aboutit bien sûr à cette thèse spencerienne qui a été recyclée, comme vous vous en doutez, par les nazis,
mais pas que par les nazis. Avec les nazis, c'était brutal autour de la race. C'est recyclé par les néolibéraux. C'est-à-dire la conception, vous avez tous les analyses de Foucault là-dessus, n'est-ce pas? En gros, le néolibéralisme, ce n'est pas un libéralisme débridé un peu plus, c'est pas ça. Le néolibéralisme, c'est cette idée que l'État doit pas laisser faire le marché comme le demandaient les philocrates, l'État doit organiser la concurrence parce que c'est la concurrence qui produit le développement. Vous voyez, l'histoire des moins-disants, etc. Donc il faut bien voir cette idée-là. L'homo economicus, nous dit Foucault, des physiocrates, si vous voulez, c'est pas le même que l'homo economicus de l'école de Chicago, hein, c'est-à-dire Gary Becker et compagnie. L'homo economicus de l'école de Chicago, c'est cette idée que chaque individu est une espèce de micro-entreprise autogérée, ouverte à la concurrence et à la sélection sur le marché des jouissances existentielles. Et qu'en gros, il faut donc arriver à coloniser l'esprit des individus, ce que Bourdieu appelle l'habitus, une disposition à penser, une disposition à agir, de telle façon qu'on se considère en gros comme étant une entreprise, une espèce de micro-entreprise avec un capital biopsychosocial et qu'on a à se faire valoir, si vous voulez, sur le marché. Et l'État, à ce moment-là, non seulement n'est plus un État protecteur, n'est plus un État de solidarité, n'est plus un État de justice sociale, mais c'est un État qui devient le grand pédagogue de cette manière de penser le monde et qui donc va transformer ses services, n'est-ce pas, sur ce modèle auto-entrepreneurial. Et c'est pour ça que les services, comme les laboratoires de recherche ou les services de soins, sont mis en concurrence et sont déterminés en leur qualité par les palmarès. Bon, alors, vous comprenez bien où nous en sommes, c'est là où effectivement nous sommes, si j'ose dire, pas près d'être sortis de l'auberge. Puisque ce que j'essaie de vous dire, c'est ça aussi le livre, j'analyse plusieurs illusions du 19e, comme celle de la concurrence, de l'évolution, du progrès, etc., de la rationalité et autres. Vous voyez, c'est cette idée que c'est ça qui est fondé. Ça ne tient pas la route. Ça, tout le XXe siècle a montré que ça nous mettait dans le mur. Eh bien, on continue là-dessus, et en continuant là-dessus, on ne pourra pas, encore une fois, s'en sortir. C'est l'effondrement de ce système symbolique qui est en jeu. Donc, je vous l'ai dit déjà, mais je ne vais pas le reprendre, mais notre conception du progrès alignée sur simplement le développement des sciences et des techniques efface l'exigence de solidarité sociale, efface l'exigence de ce que les solidaristes de la Troisième République appelaient la dette sociale, le quasi-contrat social. C'est cela qui se trouve effacé. Et donc, en gros, si vous voulez, on est dans une société qui fait l'éloge de la force, de la concurrence, et donc quelle place pour le soin? Puisque le propre du soin, c'est de passer par identification et empathie, n'est-ce pas, à s'identifier aux plus vulnérables. On a, je vais terminer, on a enfin mon introduction, je vais commencer quand même mon topo, on a un slogan de l'exposition universelle de Chicago en 1933 qui dit exactement ce que j'essaie maladroitement de vous dire: la science trouve, l'industrie applique et l'homme s'adapte. Ben justement, c'est cela qui produit, si vous voulez, l'horreur que nous connaissons. Alors, l'étrange défaite de nos croyances. Vous me direz, Laurent, hein, vous savez que je parle très... Ah oui, j'ai déjà parlé 30 minutes. Oui. Bon. Prenez le temps. Je peux encore prendre une minute. Bon, d'accord. Alors, je commencerai par une citation de Paul Valéry. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous les hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorables des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leur académie, leurs sciences pures et appliquées, avec leur grammaire, leur dictionnaire, leurs classiques, leurs romantiques, leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire, et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. » Et cette citation de Paul Valéry me paraît extrêmement importante pour bien comprendre que l'idée, vous voyez, l'idée zombie que je démolis dans mon livre, celle d'une évolution naturelle des civilisations, ça ne tient pas la route. Les civilisations en état ont disparu.
il y a des tas qui ont régressé. Et donc, on ne peut pas avoir une conception du temps, c'est très présent dans mon livre aussi, cette conception du temps linéaire, continu, homogène, quantitatif, le temps qui se mesure, c'est pipeau, hein, c'est un mensonge, c'est un grand mensonge, et théologique et politique. Deuxième citation, elle est de Patrick Zilberman, sur Tempête microbienne, quelqu'un qui connaît bien justement les microbes. Nous avons beau disposer des données nous démontrant la possibilité d'une catastrophe future, nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas à ce que nous savons. Et dès lors, si la question tient à la croyance et non pas au savoir pour persuader les hommes, le porte-parole du catastrophisme doit adopter la position du prophète, prophétiser une catastrophe dont il espère qu'elle ne se produira pas afin qu'elle ne se produise pas. Mais je crois qu'on a là vraiment ce qui est en jeu d'une certaine façon, c'est-à-dire j'ai écrit un article dans Antipode qui doit d'ailleurs sur le net, qui s'appelle la fin du monde chez les anciens et les modernes. En gros, les anciens croyaient à la catastrophe, ils avaient un discours apocalyptique, mais ils n'avaient pas les moyens de savoir, si vous voulez, quand elle allait se produire, ni si elle allait se produire. En gros, ils n'avaient pas de savoir pour ça. Il n'y avait pas les données que nous possédons. Nous avons les données. Nous savons que l'anthropocène, c'est quand même le fait que nous bouffons ce que la Terre est à même de nous fournir au bout de 6 mois, hein, moins de 6 mois pour une année. Nous savons que nous détruisons la planète par la déforestation, par l'hyperexploitation productiviste. Nous savons que nous sommes dans une société de la consommation. Nous sommes dans une société, si vous voulez, du spectacle. Qu'est-ce que c'est le spectacle? Eh bien, le spectacle, c'est le lieu où la marchandise se contemple elle-même, disait Guy Debord. Vous voyez, nous sommes dans cette société-là. D'ailleurs, hier, il fallait mourir pour l'Alsace et la Lorraine, et là, demain, il faudra mourir pour que, justement, on puisse remplir les caisses des dispositifs de consommation des commerces et autres. Bon, il y a là quelque chose d'absolument terrible auquel il faut quand même penser. Alors, tout ça nous laisse quand même quelques doutes sur ce qui a constitué l'organisation de nos sociétés libérales, à savoir l'idée de progrès. Quelle étrange idée d'ailleurs que cette idée de progrès dans laquelle Charles Baudelaire diagnostiquait une doctrine de paresseux. C'est une idée moderne, c'est une idée qui est affirmée bien sûr avec la philosophie des Lumières pour s'épanouir dans les illusions du XIXe siècle et qui quand même ont été sérieusement entamées par ce que Camus a appelé après Hiroshima le siècle de la peur. Aujourd'hui, vous voyez, je vais prendre un autre exemple très rapide. Vous savez, depuis 1947, il y a un groupe de scientifiques comprenant une douzaine de prix Nobel qui chaque année essaient d'établir les risques d'apocalypse. Il y a une horloge, n'est-ce pas? Et à minuit, en principe, à minuit, on doit tomber dans l'apocalypse. Et donc chaque année, ils font, à partir d'un panel de données, n'est-ce pas, ils s'établissent où on en est. Alors, Le Monde du 23 janvier 2020 nous annonce que l'horloge de l'apocalypse, imaginée dès 1947, vient d'être avancée de 20 secondes. L'échéance de l'apocalypse étant fixée à minuit, nous serions désormais à minuit moins 100 secondes. Je vais vous faire remarquer que c'est établi par un groupe d'experts. Bon, ils tiennent compte du démantèlement des accords internationaux sur les armements, de l'échec des sommets sur le réchauffement climatique, ils tiennent compte des troubles sociaux, des campagnes de désinformation, de développement effectué, etc. Bon, bref, ils établissent à partir d'une donnée qu'on se rapprocherait de la catastrophe. Attendez, 23 janvier 2020, c'est-à-dire avant même l'épidémie de Covid-19. Voyez, et donc, nous nous précipitons, si vous voulez, de plus en plus vers le précipice sans nous en apercevoir. Et ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que nous nous y précipitons pas seulement par les œuvres qui détruisent la planète, mais par l'esprit qui guide ces œuvres. Et je cite beaucoup l'historien Jean-Pierre Vernant qui disait une phrase de Meyerson, Ignace Meyerson, il disait « l'esprit est dans les œuvres ». Et si vous voulez connaître l'esprit d'une époque, l'esprit avec lequel pensent les hommes d'une époque et d'une société, il faut voir ce qu'ils font, il faut voir ce qu'ils produisent.
voyez, bon, là, je ne vais pas en parler, mais si vous prenez, par exemple, l'architecture futuriste de Le Corbusier, eh bien, que ça nous plaise ou non, elle est très fortement en corrélation avec l'idéologie fasciste et fonctionnaliste. Vous voyez, donc, en gros, étudier la peinture, étudier l'architecture, étudier la manière de soigner, étudier la manière de construire, et vous verrez, en gros, globalement, quel est l'esprit de l'époque. Et donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, si nous sommes plongés dans le chaos avec l'épidémie de Covid-19, et si, en gros, les États-nations sont très, très vulnérables, ça n'est que le révélateur de ce que j'essaie de vous montrer, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement systémique global de nos catégories de pensée et de juger. Et là encore, je ne peux pas empêcher de vous lire une citation d'Hannah Arendt pour bien comprendre le lien entre capacité de penser, si vous voulez, et morale. Elle dit, si la capacité de distinguer le bien du mal se révélait liée au pouvoir de penser, il faudrait être en mesure d'exiger de tout être sain qu'il l'exerce, quel que soit son degré d'érudition ou d'ignorance, d'intelligence ou de stupidité. Vous voyez, elle le fait, comme vous savez, à propos du procès d'Eichmann et la notion de banalité du mal que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors que ce que montre, en gros, Hannah Arendt, c'est que si on a une pensée uniquement cadrée par le langage administratif, et c'est ce que dit Eichmann, hein, j'ai fait qu'obéir aux ordres, son langage est purement administratif, et en dehors de quelques pitreries, à aucun moment il ne témoigne du moindre sentiment ou de la moindre pensée. Ben, c'est ça, en gros, c'est ce squelette bureaucratique incarné dans un homme qui constitue, si vous voulez, le vice même du système. Alors, les fondements de nos sociétés emportés par l'hubris du productivisme, de la maîtrise de l'exploitation de la nature, auquel invitent les discours de progrès et les illusions évolutionnistes du XIXe siècle, il a été à l'ordre du jour, si vous vous souvenez, dès les années 70, avec ce qu'on a appelé le rapport Middown, c'est-à-dire le Club de Rome. Le Club de Rome, déjà, 1970, avait anticipé que la surexploitation de la planète conduirait à des problèmes d'alimentation et aussi bien de nourriture que d'énergie, et donc avait révélé, si vous voulez, les risques que nous pourrions courir. Et en 2003, d'ailleurs, ils reprennent leur modèle, et ils s'aperçoivent qu'il correspond, il est le diagnostic même du présent. Donc, vous voyez, cette capacité politique et culturelle de prendre des décisions collectives, elle est déterminante dans la survie des sociétés, dans la survie des civilisations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Inuits survivent au Groenland au moment même où les Vikings disparaissent de la région. L'effondrement de la civilisation maya ne provient pas seulement du changement climatique ou des épidémies, mais résulte des effets de déforestation, d'érosion des sols épuisés par un déséquilibre croissant entre l'accroissement démographique et la réduction des ressources, avec aussi un archaïsme d'égoïsme de classe sociale noble et de combat politique incessant. Donc, vous voyez, je ne vais pas le développer, mais on peut prendre des tas d'exemples, et chaque fois, vous avez un problème que nous connaissons bien en psychopathologie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les effets d'un traumatisme dépendent de l'état du psychique qui en reçoit. Eh bien, les effets des traumatismes environnementaux dépendent de l'état des structures sociales, culturelles et politiques des sociétés qui les reçoivent. Et donc, il faut bien voir que nous n'avons pas qu'un problème, encore une fois, de coronavirus, nous n'avons pas qu'un problème, si vous voulez, de virus qui nous viennent des animaux sauvages. C'est pas ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, là, je vous donne un autre exemple qui est dramatique. Vous connaissez l'histoire du permafrost et de la décongélation du sol superficiel de certaines zones antarctiques. Eh bien, dans ce permasol, il y a des centaines de milliers de microbes, aussi bien des bactéries que des virus. Et la décongélation, elle libérera ces microbes et leur action. Il y a un enfant de 12 ans, un enfant inuit, qui est mort de l'anthrax, qui est en provenance du cadavre d'un renne qui a été décongelé. C'est-à-dire que donc, vous voyez, il y a 700 rennes d'ailleurs qui sont morts aussi. Donc, vous voyez, en gros, on est en train, ce que j'essaie de vous montrer, là malheureusement je n'ai pas le temps, je ne veux pas abuser, mais on est myope. Or, il faut reprendre de la profondeur. Et on ne peut reprendre de la profondeur qu'en restituant une dimension
historique à notre pensée. Alors, donc je vais voir un peu pour... Donc, si vous voulez, la pandémie, bien sûr, elle a révélé avec violence à nos concitoyens le caractère toxique de la politique néolibérale de gestion des établissements hospitaliers. Ça a mis au pied d'une rentabilité à court terme. La pénurie de masques, de gel hydroalcoolique, de réactifs de tests de dépistage, de bouteilles d'oxygène, dont la fabrication ont été externalisées par des choix politiques, c'est-à-dire par une logique économique. Vous voyez, et vous voyez bien que ce n'est pas économique, comme le disait mon ami Bernard Maris, l'économisme n'est pas l'économie. L'idéologie économique de l'externalisation, ça nous coûte moins cher de faire fabriquer dehors, c'est une bêtise. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, ça nous coûte beaucoup plus cher. Vous voyez, mais là encore, la rentabilité, le profit, il est à court terme. Et donc, je crois que c'est très important de se rendre compte que ce que nous venons de vivre, dont nous ne sommes pas sortis, parce qu'encore une fois, vous avez bien entendu qu'il y a des centaines de milliers de bactéries et de virus qui peuvent demain venir nous dire bonjour. Eh bien, il faut bien voir que c'est bien le milieu qui conditionne la nocivité des microbes et l'interdépendance des menaces qui placent sur l'humanité, et que donc, encore une fois, vous voyez, la crise écologique, elle n'est pas indépendante de la crise sanitaire, elle n'est pas indépendante de la crise sociale et économique, elle n'est pas indépendante de la crise politique. Il y a donc là un travail global à faire. Je vous l'ai dit, les épidémiologistes soulignent l'interdépendance hôte-microbe. Le microbe n'est rien en dehors de la niche écologique dont il surgit. La doctrine d'une émergence des maladies infectieuses comme résultant de la source unique des microbes ne fait plus recette. L'homme fabrique ces maladies en perturbant l'écologie dont dépendent ses rapports aux microbes. Et je vous ai donné l'exemple du permafrost. Vous voyez, donc, les risques sanitaires et climatiques ne sont pas les premiers à attester de l'impréparation des États et de la frayeur des populations. Vous voyez, les menaces liées au nucléaire, alors là, je ne vais pas le développer, mais je vous donne un exemple dans le livre où je montre qu'un accident qui se produirait dans la centrale nucléaire de Cattenom, qui est à une dizaine de kilomètres de la frontière de Luxembourg, et une trentaine de kilomètres, si vous voulez, de sa capitale, rayerait le Luxembourg de la carte, et rayant le Luxembourg de la carte, plus quelques régions françaises, si vous voulez, ce serait non seulement une catastrophe pour les Luxembourgeois, mais je donne un exemple, je ne vais pas le détailler là, très rapidement, l'euro s'effondrerait, la France serait en faillite parce qu'elle devrait plus de 100% de son PIB en dédommagement, les places financières s'affoleraient, il n'y aurait plus de gouvernement, et donc l'Europe ne résisterait pas à une petite fissure d'une des plus vieilles centrales nucléaires. C'est ça la préparation. Ce dont j'essaie de vous parler, vous voyez, c'est qu'en gros, il faut nous y préparer. Et que c'est génial, c'est important ce que font les lanceurs d'alerte, mais ils reposent sur des dispositifs d'analyse, de modélisation des risques qui sont prisonniers du prévisible. C'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Et que moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas simplement calculer, il faut penser, il faut imaginer, il faut en quelque sorte prévoir la rencontre avec les cycles noirs qui vont bousculer notre planète. Alors, je regarde un peu ce que je vais essayer de vous dire. Bon, je vais laisser tomber toutes les histoires de virus, je vous ai bien parlé, longtemps en tout cas, mais dites-vous bien que si on ne traite que techniquement cette question, on ira dans le mur. On ira dans le mur et on se retrouvera en situation de vivre à nouveau l'étrange défaite dont nous parle Marc Locke à propos de la guerre de 1940. Surtout que dans tous les cas récents, encore une fois, de catastrophes, que ce soit AZF, les maladies émergentes type HIV, Ebola, Covid, tsunami, inondations, incendies, etc., il y a quand même deux choses qu'on retrouve en permanence. Les vulnérabilités accrues des populations, et quand on parle d'inégalité sociale, on ne vous dit pas à quel point, justement, tous ces chocs, tous ces traumas de l'environnement les impactent d'abord. D'ailleurs, les tableaux de mortalité du Covid, si vous les prenez, vous verrez que oui, c'est les vieux, mais c'est surtout les pauvres.